Bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La coopération ivoiro-sud-africaine est au cœur de l'actualité. Les deux pays veulent diversifier et développer leurs échanges. La visite d'État du président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire a déjà permis la signature de plusieurs accords dans les domaines de la défense, de l'agriculture ou encore du transport aérien. La Côte d'Ivoire a mené une véritable opération de séduction des investisseurs internationaux lors de l'Expo Dubaï 2020. Une forte délégation conduite par le Premier ministre Patrick Achi est allée présenter aux bailleurs de fonds les avantages à investir en terre ivoirienne. Le dossier politique de ce jeudi dresse un bilan des activités de la commission électorale indépendante, de la présidentielle au sénatorial, en passant par les législatives. Les partis politiques, la société civile et les populations se sont prononcés. Et puis le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime à 41 milliards de dollars, soit 23 739 milliards de francs CFA, le besoin pour venir en aide à 183 millions de personnes en 2022. C'est un chiffre record avec des crises humanitaires dans plusieurs pays. Merci de nous rejoindre pour l'actualité ce jeudi 2 décembre sur RTI 1. Il a entamé hier en Côte d'Ivoire une visite d'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Une rencontre fructueuse. Elle a débouché sur la signature de 9 accords bilatéraux de coopération entre les deux pays. Viviane Naïma. Événement historique pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qu'est cette toute première visite d'État d'un président de la République d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. L'objectif d'une telle visite étant de renforcer la coopération économique, commerciale, sociale et culturelle entre les deux pays. On observe côté ivoirien qu'au cours des 11 ans actuels, la Côte d'Ivoire est en train de développer un partenariat approfondi avec les géants du continent africain, le Nigeria et aujourd'hui l'Afrique du Sud. En visite d'État en Côte d'Ivoire, le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa a été reçu ce jeudi 2 décembre au palais présidentiel par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au menu de cette rencontre institutionnelle, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête, suivi de la signature en leur présence de 9 accords bilatéraux qui viennent sceller un partenariat approfondi entre leurs deux pays. Ces 9 accords bilatéraux portent sur la coopération en matière de défense, sur la coopération dans le domaine de l'agriculture, coopération dans le domaine des services aériens, coopération dans le domaine de la promotion de la jeunesse, coopération dans le domaine des technologies de l'information et des communications, coopération dans les domaines de l'énergie, des mines, de la géologie et des hydrocarbures, coopération dans le domaine de l'emploi, accord dans les domaines de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres et mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Au terme de la signature des 9 accords bilatéraux, les deux chefs d'État se sont félicités de ce partenariat approfondi dont les bases viennent d'être plantées. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir d'être dans votre pays, votre beau pays. C'est ma première visite en Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous remercier pour l'hospitalité que vous avez montrée à moi et à ma délégation. Je crois que ça a été un accueil chaleureux. Je crois que nous venons de conclure un engagement historique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à travers nos discussions. Les deux présidents de nos deux pays ont posé un pas historique parce que c'est la première visite d'État de notre pays ici après l'établissement des rapports diplomatiques il y a de cela longtemps. Cette visite d'État vise à renforcer les coopérations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en vue de créer
une relation stratégique qui va donc engendrer des bénéfices et avantages mutuels. Nous avons également discuté des opportunités de renforcer nos coopérations pour faire avancer les objectifs de l'Union africaine dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement. Nous restons fermement attachés aux efforts en vue d'accroître et d'améliorer la paix en Afrique. Nous avons également discuté de la consolidation de la démocratie au niveau du continent, autour des principes de la Charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous avons donc loué les efforts du président ivoirien et de sa population pour avoir donc accéléré le processus de réconciliation nationale. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur les questions africaines internationales, sans oublier donc les efforts du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première visite d'État d'un président sud-africain en Côte d'Ivoire, après la mémorable visite du président Nelson Mandela en novembre 1991. Je voudrais aussi me féliciter de l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Je voudrais profiter de votre présence en Côte d'Ivoire pour vous féliciter pour le leadership avec lequel vous conduisez votre pays, résolument engagé sur la voie du développement. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Je voudrais enfin vous exprimer toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette période difficile, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron et l'incompréhension que nous avons notée sur certains pays. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale. À cet égard, je me réjouis de la signature de 9 accords de coopération par les membres de nos gouvernements. Nous avons aussi évoqué les questions régionales et internationales. Je me félicite de la parfaite entente et convergence de vues de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud sur ces questions d'intérêt commun dans les instances internationales. Au troisième jour de sa visite d'État, le président sud-africain participera vendredi à un forum économique qui réunira les hommes d'affaires ivoiriens et sud-africains. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a symboliquement reçu aujourd'hui les clés de la ville d'Abidjan, capitale économique ivoirienne. Et sur le plan donc de l'économie, le forum économique s'est ouvert aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Une rencontre entre acteurs du secteur privé et opérateurs économiques des deux pays, avec pour objectif transformer les opportunités existantes en affaires réelles, en partenariat solide avec un impact sur les économies des deux pays. Le reportage est signé Jean-Luc Bangbo. Donner un nouvel élan aux relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. C'est l'objectif affiché par les organisateurs de ce forum, mais également les hommes d'affaires des deux pays. Ils se sont donné 48 heures de réflexion, d'échange et de partage sur les différentes opportunités d'investissement. Nous avons le devoir d'insuffler un dynamisme nouveau à la coopération et au business entre nos deux pays et d'en faire un modèle de développement partagé dont l'Afrique a besoin pour tirer amplement profit
de la zone de libre-échange continentale africaine. La valeur des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud est estimée à plus de 370 milliards de francs CFA, un volume jugé faible au regard des potentialités des deux pays. L'économie ivoirienne est l'une des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le plus gros fournisseur de l'Afrique du Sud en pâte de cacao, en noix de cajou et de bien d'autres produits. Il y a de nombreuses opportunités d'affaires que les Sud-Africains peuvent encore exploiter en Côte d'Ivoire. Pour capter ces opportunités d'investissement, la Côte d'Ivoire s'est dotée de mesures incitatives qui ont été présentées aux investisseurs sud-africains. La transformation de la Côte d'Ivoire nécessite l'émergence de pôles d'activité pouvant aider les entreprises locales à se spécialiser. Cette transformation nécessite également le renforcement des réseaux régionaux de production en infrastructures, en institutions régionales, permettant de développer des complémentarités régionales au sein des différentes chaînes de valeur. Je voudrais également indiquer que la Côte d'Ivoire est redevenue un gisement d'investissement et que les opportunités d'affaires sont nombreuses dans tous les secteurs d'activité grâce à la vision et au leadership du président Alassane Ouattara. Partenaire depuis 1992, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le deuxième client de la Côte d'Ivoire. Les principaux produits échangés entre les deux pays sont, entre autres, le cacao, l'huile de palme, la noix de cajou ou encore les produits de mer et le pétrole. Cette visite d'État du président sud-africain en Côte d'Ivoire se poursuit encore demain vendredi. Revenons sur la participation de la Côte d'Ivoire à l'ouverture de l'Expo Dubaï 2020. Le chef du gouvernement y était à la tête d'une importante délégation. Patrick Hachi a présenté les avantages à investir en terre ivoirienne. Adama Koné et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux aux Émirats arabes unis. Forum économique, journée nationale. La Côte d'Ivoire montre ses atouts à Dubaï et tous les secteurs susceptibles d'offrir des conditions d'investissement rassurantes accompagnent la délégation du Premier ministre. Au niveau du ministère des Transports, nous avons donc des projets importants qui portent sur la mobilité urbaine, n'est-ce pas, dans nos grandes villes et principalement à Abidjan, où on envisage, n'est-ce pas, de construire beaucoup de pôles de change pour améliorer un peu la fluidité. Tous les grands projets que le ministère a ont été présentés. On a eu de bonnes rencontres puisqu'il y a des investisseurs qui sont prêts à venir, n'est-ce pas, pour qu'on puisse étudier davantage ces projets-là. Transport intérieur, mais également trafic international pour garantir le mouvement de divers produits. Les investisseurs ont besoin de savoir que là où ils vont, quand ils vont produire ou quand ils vont vouloir faire les importations, qu'il y a un port sûr qui puisse traiter ces marchandises-là. Et on est là pour les rassurer en ce sens-là. Évidemment aussi, le port accompagne l'État de Côte d'Ivoire. Le port fait partie de l'image de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand on parle de nos performances, les performances portuaires en font partie. Dans les bateaux figure en bonne place le cacao. Première spéculation agricole. La structure en charge de sa gestion a fait le déplacement. Nous sommes leader mondial du cacao et l'exposition universelle est faite notamment pour montrer ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. Donc voilà, nous sommes venus présenter le cacao ivoirien, présenter aussi les enjeux. C'est d'aller jusqu'à la transformation, l'un des enjeux majeurs du cacao pour l'avenir en Côte d'Ivoire. Pour vendre les projets aux bailleurs du fonds, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a dû se mettre aussi à la réflexion. Nous avons eu des rencontres donc à la suite des projets qui ont été présentés par les différents ministres dans les secteurs du commerce, de l'industrie, du développement de l'économie sportive, du tourisme, de l'innovation et de l'économie numérique. Parmi les facteurs déclenchant les intentions d'investissement figure la paix sociale et l'organisation démocratique. Le président de la République a fait le choix d'investir dans la démocratie. Et vous avez vu, notre pays a un ministère de la bonne gouvernance, a des institutions qui regardent tous ces volets-là pour assurer effectivement tous ces investisseurs. Et donc la démocratie est au rendez-vous. La Côte d'Ivoire est redevenue un havre de paix. L'indice de sécurité est très bas. La Côte d'Ivoire a plusieurs atouts pour ces grands investisseurs du monde. Tous ces acteurs disent repartir d'Expo Dubaï 2020 avec le sentiment
d'avoir apporté une plus-value à l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Croissance économique en Afrique, état des lieux et perspectives à l'ère du coronavirus, l'expérience de la Côte d'Ivoire. C'est le titre d'une œuvre de 256 pages écrite par Adama Koné, précédemment ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko nous conduit à la dédicace de ce livre purement économique. Ce livre écrit par Adama Koné trace les sillons d'un avenir meilleur, véhicule une invitation à la rétrospection et à la prospection. Une production scientifique de 256 pages denses, en rupture avec le conformisme habituel. Des solutions aux défis nouveaux liés à la problématique de la pandémie mondiale. C'est un livre qui renferme une mine d'informations sur la notion, ses différentes manifestations et les meilleures pratiques à expérimenter pour en faire un instrument de progrès social et de bien-être. Travailler au bien-être des populations, c'est résoudre l'épineuse question du chômage, augmenter les revenus des salariés et surtout créer les conditions d'une croissance résiliente, durable et inclusive. Cette croissance robuste oblige l'Afrique à tirer les leçons des modèles économiques exclusivement adossés à l'exportation des matières premières brutes. Nos économies, j'en suis convaincu, ont besoin plus que jamais de cette transformation soutenue par une industrialisation rationnelle pour bâtir une croissance durable et inclusive, offrant à chaque citoyen les opportunités d'accroissement de ses revenus et d'amélioration de sa qualité de vie. Dans cette ambiance de morosité où 39 millions d'Africains ont sombré dans la pauvreté en raison de la pandémie mondiale, la Côte d'Ivoire fait office de rescapé. Pas nécessairement du fait de la providence, mais grâce au plan national de développement mis en place par le gouvernement depuis 2011. Une véritable success story. Notre conviction est qu'en s'appuyant sur les success stories de ces 8 dernières années, la Côte d'Ivoire peut aller encore plus loin pour accélérer la croissance inclusive et durable et asseoir une société solidaire, une société de prospérité partagée. Selon les anticipations du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer un rebond de sa croissance autour de 6% en 2022, en ligne avec les niveaux d'investissement projetés par le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre me charge de vous adresser ses chaleureuses félicitations pour ce bel ouvrage sur la croissance économique qui fera assurément tache d'huile, tant il allie théorie et pratique, vision et vécu. L'ouvrage du ministre Adama Koné s'achève sur une note chargée d'optimisme. Bâtir des éléphants d'Afrique à l'image des dragons d'Asie, c'est possible. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé à Pakobo, dans le département de Tabo, à la pose de la première pierre de 3 infrastructures avicoles. Des installations d'un montant total de 7,3 milliards de francs CFA à inscrire dans le projet de modernisation du secteur lancé par le gouvernement ivoirien. Kader Sogodogo. Sidi Tiemoko Touré, truelle en main, en train de poser une première pierre. Un geste qui ouvre une nouvelle page pour Pakobo et pour tout le département de Tabo. La localité se dote d'un instrument de création de richesse. L'État de Côte d'Ivoire injecte 7 milliards 300 millions de francs CFA dans le cadre du projet de modernisation du secteur avicole PMSA. Avec ce lancement, sortiront de terre à Pakobo, dans moins d'1 an, 3 instruments majeurs. Un couvoir d'une capacité de production annuelle de 10 millions de poussins, une povanderie d'une production de 20 tonnes d'aliments de poulet par heure, un abattoir où 2000 poulets pourront être abattus chaque heure. Ce projet visera, pour l'essentiel, en tout cas à travers les infrastructures qui sont mises en place ici, à améliorer les conditions d'élevage, mais surtout d'exploitation des produits de l'élevage. C'est un projet que j'avais eu à examiner en son temps. Je l'avais jugé opportun en même temps que mon collègue en charge des ressources animales. Et nous avons donc recherché le financement. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents de savoir que c'est un projet qui est devenu réalité et qui s'inscrit dans la vision du président de la République, fait en sorte d'apporter le bonheur
à chacun où il se trouve. Tout pour maintenir une jeunesse en quête d'épanouissement économique en place. Environ 500 emplois directs seront créés. Il faut donner du travail aux jeunes, aux femmes, qui pourraient, ce travail-là, procure des revenus et améliore les conditions de vie de nos populations. C'est cela que le président demande de faire. Toute cette masse de ressources financières qui sera créée, pas créée en ville, mais surtout en milieu rural, et donc qui va être profitable pour ces populations en milieu rural qui, bien évidemment, ne seront pas obligées de se déporter vers les grandes villes, les grands centres urbains, ou encore pour certains qui voudraient passer la Méditerranée. Le projet de modernisation du secteur avicole est doté d'une enveloppe totale de 32 milliards de francs CFA. 4 localités sont concernées pour l'heure: Korogo, Marabadiassa, Man et Pakobo. L'Italie soutient techniquement et financièrement la Côte d'Ivoire dans ce projet. 1790 nouveaux élèves de l'école de police d'Abidjan ont été présentés au drapeau aujourd'hui. Parmi eux, 4 Congolais. Ils ont tous participé à la formation commune de base de l'armée de terre. Le général Vagondo Diomondé les a exhortés à la discipline durant leur apprentissage. Moussa Konaté. 1790 nouveaux élèves policiers, dont 4 Congolais présentés au drapeau. Ils sont désormais admis à suivre le cours à l'école de police après 3 mois de formation commune de base dispensée par l'armée de terre. Le statut de militaire ou de paramilitaire passe par cette formation initiale pour apprendre les connaissances fondamentales de la défense d'une nation. Vous avez été admis à l'école de police d'Abidjan pour vous soumettre jour et nuit avec abnégation et courage à l'apprentissage du métier des armes. Fini donc l'étape de la formation militaire. Place maintenant à l'encadrement de policiers. Les nouveaux élèves reçoivent les félicitations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vous adresse mes félicitations pour avoir fait preuve d'endurance et de courage en franchissant toutes les étapes de cette formation militaire. Ces 2 valeurs ne doivent plus vous quitter. Vous devez faire corps avec elles, car elles vous guideront tout le long de votre carrière professionnelle. Elles sont les prérequis nécessaires pour faire de vous des policiers aguerris, mentalement et physiquement préparés à donner le meilleur de vous-même. Des mots d'encouragement, mais aussi des conseils de bonne conduite. Sachez que ceux d'entre vous qui n'auront pas les moyens requises pour être admis seront appelés à redoubler. Quant aux indisciplinés, ils seront purement et simplement renvoyés de l'école. Sachez-le. Le temps où certains élèves policiers pensaient que le passage à l'école de police n'était qu'une simple formalité, chers amis, ce temps-là est révolu. Seuls les meilleurs d'entre vous intégreront le corps de la police nationale après la formation policière. Vous êtes donc avertis. L'effectif est composé de 52 commissaires, dont 2 Congolais, 1471 sous-officiers et 267 officiers, dont 2 Congolais. Le recensement général de la population et de l'habitat va se poursuivre pour encore 5 jours. Les agents recenseurs continuent donc de sillonner la Côte d'Ivoire. Depuis le 8 novembre dernier, les agents recenseurs passent à certains domiciles sans pour autant y trouver les habitants. Leur seul recours est alors de prendre rendez-vous et souvent même dans la nuit, comme ça a été le cas avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie qui leur a ouvert ses portes après 20 h. Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. Riviera, il est 20h45. Stéphane, agent recenseur de la zone, arrive au domicile du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Le portail franchi, il donne les raisons de sa présence. Le recensement se fait au-delà des heures ordinaires, nous travaillons des heures supplémentaires. Je rassure la population pour dire que les agents recenseurs peuvent passer à n'importe quelle heure pour faire le recensement. L'agent recenseur est ensuite accueilli par le ministre. Aussitôt commence l'interrogatoire sur l'identité
le diplôme, la situation matrimoniale, l'équipement électroménager et bien d'autres questions entrant dans le cadre de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Malgré l'heure avancée, Amadou Koulibaly, sa famille et son personnel de maison se prêtent à cet exercice citoyen. Pour moi, l'heure n'a pas d'importance parce que se recenser est un devoir citoyen. Ce recensement permet au gouvernement de planifier ses actions de développement. Il était donc important pour moi de me faire recenser. Il n'y a pas de crainte particulière pour les questions de sécurité puisque les agents recenseurs sont facilement identifiables. Ils ont leur chasuble, ils ont leur badge, ils ont leur carte. En plus, les tablettes sont géolocalisables et toutes ces raisons devraient rassurer l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, afin qu'ils acceptent de se faire recenser. Cette 5e opération de recensement général de la population prendra fin le 7 décembre prochain. Les populations sont donc invitées à se mobiliser pour réussir cette prorogation. En politique, on s'intéresse ce soir au bilan de la commission électorale indépendante. La CEI a démarré le cycle électoral avec la révision de la liste électorale en mars 2020. Ensuite, elle a organisé la présidentielle, les sénatoriales partielles et les législatives en mars 2021. De véritables défis pour la CEI, mais quel bilan en font les partis politiques, la société civile ou encore les populations? Des réponses dans le dossier politique réalisé par Sidonie Davila. « 31 octobre 2021, présidentielle. Une élection marquée par le boycott d'une partie de l'opposition. La CEI a rempli vraiment sa mission. Le bilan n'est pas positif, donc c'est un bilan à corriger. 6 mars 2021, les législatives verront la participation de la quasi-totalité des formations politiques. Différemment à la présidentielle où il y a eu des heures, des troubles dans les pays, les législatives se sont bien déroulées et les bilans sont quand même satisfaisants. 31 juillet 2021, une élection sénatoriale partielle est organisée en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs élus dans 5 régions. Il y a eu des efforts qui ont été effectués, mais c'est possible de faire mieux. Le cycle électoral des élections générales s'achève avec une note de satisfaction pour la commission électorale indépendante CEI. Ma plus grande satisfaction vient des deux côtés, aussi bien de la part de mes collaborateurs et collègues et ensuite de la part de la population. Nous l'avons constaté à travers les élections législatives où il n'y a pas eu de heurts majeurs. Ça veut dire que la population commence à intégrer l'élection comme étant le seul moyen pour désigner leurs représentants dans les activités politiques. En même temps, nos collaborateurs, ils se sont appliqués, ils ont fait de sorte à faire preuve d'impartialité dans l'exécution de leur mission et ça, c'est l'une de mes satisfactions. CEI, société civile, partis politiques, tous à Yamoussoukro font le point. Le président de la CEI est un bon technocrate, il est un bon juriste, il défend bien. Lorsqu'il est sur les plateaux télé, il séduit, mais dans la pratique, malheureusement, on peut le dire ainsi, l'opposition a été vraiment mise à l'écart. Nous avons vu qu'il y a le PDCI, qui est mon parti, qui a eu même à porter plainte au niveau de la CEDEAO sur le fait que la composition de la CEI est à leur désavantage. À l'image de la feuille de route qui lui a été octroyée, on peut dire que bon, ils ont réussi leur pari, mais au regard des règles du jeu, nous disons que la commission électorale, le travail n'est pas satisfaisant. Et dans ces conditions, il était difficile de participer à ces élections. Donc nous n'avons pas pu participer à l'élection présidentielle. Les points de vue sur le bilan de l'institution divergent. Je suis très à l'aise pour avoir participé au dialogue politique. Et nous avons eu des points de convergence, de nombreux points de convergence, dont l'organisation des élections. Toutes les dispositions avaient été prises. Donc la commission électorale indépendante a été à la hauteur. S'il y a eu des troubles, ce n'est pas le fait de la commission électorale. Le président Bédi était candidat, mais volontairement il a refusé de compétir. Le président Finguessa était candidat,
Il a volontairement refusé de compétir. Ce n'est pas la faute de la commission électorale indépendante. Vous avez vu qu'au sortir des élections législatives, le climat politique s'est apaisé de lui-même. Parce que tout le monde y est allé et tout le monde a vu sa valeur. Mais personne ne peut accuser la commission électorale dans ce qui s'est passé. Il y a eu présentation des candidatures aux populations, les populations ont réagi, chacun a accepté les résultats, comme je le disais. Donc c'est un paramètre pour mesurer, n'est-ce pas, la fiabilité de cette commission électorale qui a conduit les derniers processus électoraux. La CEI, convaincue de ses forces, mais aussi de ses limites, annonce plusieurs autres mesures. Au niveau même de l'organisation pratique de la réception des candidatures, par exemple, nous avons souhaité que cela se fasse dans le délai requis et que les candidats, lorsqu'ils viennent avec l'ensemble des pièces requises pour être reçus. Et pour relever le défi d'une CEI crédible et transparente, l'institution entend associer tous les acteurs privilégiés pour leur permettre d'exprimer leurs attentes. La liste électorale n'est pas actualisée tous les ans. Ce que nous attendons surtout, c'est un dialogue politique efficace. Elle est une commission nationale indépendante. Elle doit le demeurer et rester loin de la politique. Au niveau de la démographie, il faudrait qu'on essaie d'avoir un barème connu par tous. Si on dit à partir de 10 000 électeurs dans une circonscription, ça correspond à un député, il faudrait qu'on s'aligne dessus. Des partis significatifs qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ou encore qui ont des députés à l'Assemblée nationale et des représentations au niveau de la commission centrale de la CEI et des organes décentralisés. Des défis électoraux qui seront certainement remis sur la table des discussions au cours du prochain cycle électoral. Un rendez-vous pour lequel la commission électorale indépendante veut être un instrument de paix. Ayons donc à l'esprit notre engagement solidaire à toujours faire mieux pour renforcer la démocratie dans notre pays et mériter de la nation. Le prochain cycle démarre avec une révision de la liste électorale en 2022. La commission électorale indépendante a dressé son bilan et les Ivoiriens ont réagi dans ce dossier politique signé Sidonie Davila. En santé, le 1er décembre marque la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Au-delà de la grande mobilisation qu'elle suscite, cette commémoration est une opportunité. Elle vise à surtout renforcer l'engagement de tous en vue de répondre plus vigoureusement et efficacement à l'élimination du sida d'ici à 2030. Salimatou Dia. 40 ans d'existence, 33 ans de combat et la lutte continue toujours. La prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire est de 2,1% en 2020 et une baisse de 72% du nombre de personnes nouvellement infectées. Toutefois, la stigmatisation et la discrimination restent encore des barrières à lever pour l'accès aux soins. Au-delà du dispositif légal mis en place, nous devons continuer la sensibilisation des populations. La sensibilisation et l'éducation pour le changement de la perception du sida dans la population doivent se poursuivre par des campagnes grand public, avec l'éducation des leaders communautaires, des guides religieux, des associations et réseaux de personnes vivant avec le VIH-Sida. Le gouvernement américain, premier partenaire financier dans la lutte contre le VIH, appelle à une synergie d'action. C'est le gouvernement des États-Unis, nos partenaires internationaux et le gouvernement ivoirien qui doivent travailler ensemble pour atteindre notre but de mettre fin à cette épidémie avant 2030. La Côte d'Ivoire s'est déjà engagée à augmenter son budget de la santé de 15% chaque année et contribue à 48% à l'achat des médicaments antirétroviraux pour le traitement des patients. La Covid, de son côté, a quelque peu ralenti la lutte contre le VIH-Sida en termes de dépistage, mais aussi de traitement. Voyons les chiffres de cette journée.
La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 17 nouveaux cas de Covid-19, 19 personnes guéries et un décès. 61 775 cas ont été confirmés dans le pays, dont 248 encore actifs. 4 558 404 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 1er décembre. Parlons de bonne gouvernance, la troisième rencontre du comité pour l'élaboration du plan national de bonne gouvernance affine le document d'orientation stratégique. L'avant-projet sera soumis au Conseil des ministres, sans contenu dans ce reportage de Lancilé Bakayoko. Cette troisième rencontre du comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance s'inscrit dans le processus d'éradication de la corruption au niveau de la vie publique. L'avant-projet de ce plan national de gouvernance, élaboré par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a identifié 4 axes majeurs sur lesquels les acteurs sont appelés à agir. Le premier, c'est le renforcement de la démocratie et des droits fondamentaux pour une paix durable. Le second axe, c'est la promotion du leadership transformateur national. Le troisième axe, c'est l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques et de la gouvernance des entreprises. Et le dernier axe, c'est le renforcement de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Dans la version améliorée de ce document de cadrage stratégique 2021-2025, les experts observent aussi que le problème central est l'inefficacité des mécanismes actuels de transformation structurelle de l'économie. Problème qui s'explique par une faible capacité technologique et des politiques publiques à remédier aux inégalités économiques et sociales. Nous ferons en sorte que le soutien des plus hautes autorités de l'État soit acquis en toutes circonstances dans les défis qui ont été relevés et surtout pour faire aboutir les mesures proposées dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Le plan national de gouvernance regroupe un ensemble d'actions répondant aux problèmes qui ralentissent le rayonnement de la Côte d'Ivoire. S'intégrant dans la partie gouvernance du plan national de développement, ce plan favorise une meilleure mobilisation des ressources et une allocation efficiente au bénéfice des populations. Dans l'actualité internationale, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a publié ce jeudi 2 décembre son rapport sur les besoins humanitaires dans le monde pour 2022. Avec les crises humanitaires en Afghanistan, en Syrie, au Yémen ou encore en Éthiopie, l'organisation estime qu'elle a besoin d'au moins 41 milliards de dollars, soit 23 739 milliards de francs CFA, pour pouvoir venir en aide à environ 183 millions de personnes. Un record absolu franchi à cause des nombreux conflits dans le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Herman Guivet. Demain 20h, Marie-Laure Goran. Bonsoir à tous.